Le point numéro 12, la reconstitution dans ses libertés traditionnelles d'un syndicalisme indépendant. Là aussi, c'est un copier-coller pur et simple du programme du CLR. Alors là, je vais peut-être faire grincer les dents, il paraît que j'en ai déjà fait grincer. Je continue à faire grincer les dents, mais moi je dis ce qui est la vérité. Or la vérité, elle n'est pas très belle à voir. La vérité, c'est que désormais, tous les grands syndicats français, à l'exception de Sud, mais la CGT, la CFDT, Force ouvrière, l'UNSA et la CFTC, les 5 plus grands syndicats français, sont membres de la Confédération européenne des syndicats dirigée par M. John Monks. Or, la Confédération européenne des syndicats est financée par la Commission européenne, c'est d'ailleurs par les fonds versés par les États, et est financée par la Commission européenne à condition que ces syndicats fassent de la pédagogie auprès des syndiqués sur la nécessité des réformes de structure. C'est la raison pour laquelle je dis, et je maintiendrai, je suis prêt à débattre, mais ils refuseront de le faire, avec M. Thibault ou avec M. Chérec à la télévision, les syndicats français sont devenus des syndicats jaunes. Exactement ce qu'on appelait des syndicats jaunes à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire des syndicats qui étaient payés par le patronat pour faire un petit peu d'agitation auprès des ouvriers, leur faire porter des revendications, et puis que tout ceci se termine bien et en chantant. Et c'est exactement ce qui se passe pour ceux d'entre vous qui ont mon âge ou qui sont plus âgés que moi, qui se rappellent ce qu'était la CGT des années 60 et 70, qui versait dans d'autres excès puisqu'elle n'était jamais d'accord et jamais contente de rien et d'aucun progrès social, ça n'était pas non plus formidable. Mais désormais, la CGT, la CFDT ne sont plus que l'ombre de ce que ce fut. Et sur l'affaire des retraites, par exemple, où ces syndicats ont fait défiler des centaines de milliers de Français pendant des mois et des mois dans les rues de France, je suis allé boulevard Beaumarchais entre Bastille et République à Paris. Je suis allé à une manifestation de cette nature, pas dans la manifestation, mais en badaud pour voir ce qui s'y passait. Et j'ai récolté les tracts qui étaient distribués par la CGT, la CFDT, FO. Et qu'est-ce que j'ai remarqué ? J'ai remarqué que sur ces tracts ou sur les banderoles, ils ne tapaient uniquement que sur Sarkozy, Fillon et Wörth sur la réforme des retraites. Comme si c'était Sarkozy, Fillon et Wörth qui étaient responsables de la réforme des retraites. Alors je ne suis pas du tout là, évidemment pas pour défendre Sarkozy, Fillon et Wörth, qui sont complices de la situation. Je suis simplement là pour dire, et je l'explique dans d'autres conférences, que la réforme des retraites, elle est exigée par Bruxelles. Elle a été fixée dès le début des années 2000. Elle a été codifiée par le rapport du 8 avril 2003 de M. Klaus Regling, un fonctionnaire allemand, directeur général de la direction des affaires économiques de la Commission européenne. Actuellement, la Commission européenne exige de faire passer le départ à la retraite à 65, puis 67 et 70 ans. M. Hollande le sait parfaitement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est d'une discrétion de violette sur le sujet. Et donc nous avons affaire à une véritable escroquerie morale et intellectuelle lorsque les syndicats français participent de ce jeu d'ombre qui amène les Français à taper sur des lampistes ou des marionnettes. Méchant Fillon, méchant Sarkozy. Il y a eu la même affaire en 2005 avec Villepin sur l'affaire du CPE. Le CPE, vous savez, c'était un truc scandaleux qui consistait à virer des jeunes du jour au lendemain avec un coup de pied au derrière, sans avoir une once d'explication, même pas un... Donc, vous savez, ça, 2 millions de Français sont descendus dans les rues. Mais ce CPE, ça participait des exigences émanant de la Commission de flexibilisation de l'emploi, de simplification du marché du travail. Et auparavant, on a oublié, d'ailleurs les gens de gauche ont oublié, ce qu'a fait le gouvernement Jospin. C'est le gouvernement Jospin qui a supprimé l'interdiction de travail de nuit des femmes, qui était un des grands acquis qui remontait à Roger Salengro. C'était une mesure de gauche que le gouvernement Jospin a supprimée à la demande de Bruxelles. C'est le gouvernement Jospin, c'est M. Guesso, qui était ministre des Transports, qui a commencé à privatiser Air France. Un ministre communiste des Transports qui est celui qui commence à privatiser Air France à la demande de Bruxelles. C'est la raison pour laquelle, si M. Hollande est élu, comme tout est fait pour qu'il soit élu au mois de juin, rendez-vous dans 6 mois, rendez-vous dans 1 an. Je dis ça à tous les électeurs qui s'apprêtent à voter naïvement pour M. Hollande, parce qu'ils se rendront compte dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, ils viendront me revoir en disant « Mais M. Hollande a trahi, pourquoi est-ce qu'il nous a trahis ?»
Il ne vous a pas trahi, il vous ment. Il vous ment parce qu'il vous lance des slogans comme ment M. Bayrou, comme ment M. Sarkozy, comme ils mentent tous. Il vous lance des slogans, des promesses qu'ils ne pourront pas tenir parce qu'elles sont contraires aux traités européens que je décris. Évidemment, il faut passer 2 heures, 3 heures à m'écouter, je reconnais. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais c'est soit ça, soit vous vous faites enfumer et dans 1 an vous serez furax. Alors c'est la grande responsabilité du travail des syndicats qui a disparu. Je suis en train de faire finalement ce qu'on appelle de l'éducation populaire. C'est moi ce que je fais, c'est les journalistes qui devraient faire d'abord et avant tout ce travail, des journalistes d'investigation. Ce sont les journalistes de l'humanité, ce sont les journalistes des journaux de gauche, ce sont les syndicats, c'est la CGT, la CFDT qui devraient faire ce que je dis en disant arrêtons de taper sur les lampistes, Sarkozy et Fillon, ce sont des marionnettes du système, mais nous, ce à quoi on doit s'attaquer, c'est au système. Eh bien, pas du tout, parce qu'ils sont justement financés par la CE. C'est la raison pour laquelle je propose d'interdire que les syndicats français puissent recevoir des subventions émanant de structures non françaises. Ces syndicats devront renoncer notamment à toute subvention de la CES. Vous verrez que ça changera d'un seul coup du jour au lendemain, mais comme je ne suis pas du tout un briseur de grève ou quelqu'un anti-syndical, au contraire, je considère que ce qui est important dans une société démocratique, c'est d'avoir des contre-pouvoirs. C'est ça, c'était la pensée même de Montesquieu. Je m'inspire de cette pensée des philosophes des Lumières. Ce qui manque à la France actuellement, c'est des contre-pouvoirs. Tous les journalistes sont dans le moule, tous les syndicalistes sont dans le moule, les intellectuels de gauche ont disparu de la circulation. Dans les années 70, vous aviez des intellectuels comme Roland Barthes, qui n'était pas le plus acharné, Jean-Paul Sartre jusqu'en 1980, Louis Althusser qui était un communiste, Michel Foucault, vous aviez des très grands intellectuels connus dans le monde entier qui prenaient fait et cause contre le gouvernement dès qu'il y avait la moindre dérive qui leur paraissait attentatoire à telle ou telle liberté publique. Où sont passés les intellectuels de gauche pour dénoncer les crimes que nous commettons en Afghanistan? Où sont passés les intellectuels de gauche pour dénoncer le puçage qui s'annonce et les caméras de surveillance partout en France? Mais que dirait Louis Althusser, que dirait Jean-Paul Sartre s'il découvrait la société dans laquelle nous sommes? Et c'est moi qui ai la réputation d'être un homme de droite, parce que j'ai été dans des cabinets de ministres de droite, qui suis obligé de dire ça à des Français qui sont des électeurs de gauche, mais ressaisissez-vous, leur dis-je, et c'est le rôle des syndicats. J'ai d'ailleurs une fois fait une conférence, pour tout vous avouer, à Lens, en pays minier, à l'invitation d'un petit mouvement de gens que j'aime beaucoup. Ça s'appelle le Parti pour un renouveau communiste français, le PRCF. C'est un petit mouvement politique. Je ne suis pas communiste. Je ne l'ai jamais été, je pense que je ne le serai jamais. Mais je reconnais, parce que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, que le communisme a véhiculé un très grand espoir pour la classe ouvrière, était porteur de valeurs très généreuses, c'était d'ailleurs d'une certaine façon des valeurs des évangiles qui avaient été transférées dans une société laïque, et c'est par ailleurs, les gens dont je parle en question sont des gens qui sont fondamentalement honnêtes, qui d'ailleurs partagent très largement un certain nombre de mes points de vue sur la construction européenne. Et il me racontait cette anecdote que j'ai trouvée cruelle. C'est qu'il y avait un monsieur qui était là parmi un vieux communiste, qui est complètement effaré. Il n'y a plus de parti communiste en France, d'ailleurs. Le PCF n'est plus communiste. Personne n'est obligé d'être communiste, mais si on est communiste, on est communiste. On n'est pas au PCF. Ça n'a pas de sens. Donc c'était un vieux communiste, et qui me rappelait, au moment où je parlais de ça, justement, il me dit, mais vous avez totalement raison. Moi, je me rappelle en 1963, au moment où, en 60, vous savez, il y a eu la grande grève des mineurs. Dans les années 60, le leader de la CGT s'appelait Georges Séguy. C'était un communiste. Bon. Georges Séguy, quand il arrivait en pays minier, il arrivait au volant d'une R8. Il conduisait la R8. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une R8. C'était une espèce de caisse comme ça. Bon. Il conduisait lui-même sa R8 et il descendait avec sa valise en carton comme Linda de Souza, et il descendait dans un hôtel 1 ou 2 étoiles de Lens. Et il me dit, la dernière fois, on a vu Thibault qui est arrivé, on aurait cru Madonna. Il était en Velsatis, il descendait dans un palace à Lille, il avait voiture, chauffeur, garde du corps. Voilà le changement qui s'est produit dans les syndicats français.
Les syndicats français ressemblent maintenant furieusement à ceux dont on rigolait, moi je me rappelle quand on était jeune, aux syndicats américains. À la CIO qui avait complètement parti. C'est ça, le système américain, c'est aussi appliqué au système syndical français. Alors comme je ne suis pas du tout contre les syndicats, je considère qu'ils doivent jouer leur rôle de contrepoids, alors j'estime en revanche que la République doit assurer un système de financement public aux syndicats de salariés afin qu'ils exercent librement le rôle de contrepoids qui est nécessaire en démocratie. D'ailleurs, l'argent qu'ils reçoivent de la CES, comme ça vient de la Commission européenne et comme cet argent de la Commission européenne vient de nous, eh bien c'est la République qui leur donnera directement, et ça sera la République française, et ce sera tout à fait bien, ils ne dépendront pas de cet argent versé par la CES, et puis des incitations fiscales seront faites aux salariés pour adhérer à un syndicat, parce que nous ne devons pas nous réjouir du fait qu'il y a de moins en moins de Français syndiqués, ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien, parce que ça témoigne d'un renfermement du peuple français sur son individu et d'une espèce de peur vis-à-vis de l'avenir, de peur vis-à-vis du collectif qui n'est, à mon avis, pas saine. Le point numéro 13, un plan complet de sécurité sociale et de santé publique. C'était encore une fois une phrase émanant du programme du CNR. Alors, c'est un point très important, c'est ce que j'appelle la santé pour tous. J'en ai parlé tout à l'heure avec les institutions créées par Saint-Louis, je n'y reviens pas, simplement pour dire que le programme que je propose commence d'abord par la confirmation solennelle du rôle central de la sécurité sociale pour assurer la justice sociale entre les citoyens français. Il n'est pas tolérable d'envisager une société à l'américaine où 50 millions d'Américains sur 300 n'ont aucune couverture sociale. Nous devons donner un coup d'arrêt aux exigences européennes constantes de déremboursement des médicaments. Vous savez que là aussi on tape sur tel ou tel gouvernement parce qu'il procède à des déremboursements. Ce sont des exigences venues de la Commission européenne. Notamment, je parlais du rapport tout à l'heure du 8 avril 2003 sur les grandes orientations de politique économique. Ceci est parfaitement cohérent avec notre sortie de l'Union européenne. Troisièmement, un meilleur remboursement des frais de santé pour tous les Français, notamment les soins oculaires et dentaires. J'en parle d'ailleurs en connaissance de cause en ce moment. J'ai des soins dentaires, eh bien, je m'aperçois que ça coûte quand même très cher. Ça coûte quand même très cher, et je suis quand même un peu surpris. C'est pas du luxe quand même. C'est pas une fantaisie d'assurer à tous les Français une couverture qui leur permette d'avoir des soins oculaires et dentaires qui soient normaux. Le quatrième point, c'est la réévaluation des salaires du personnel des hôpitaux de l'assistance publique. Et ça, je suis d'autant plus sensibilisé à ça que j'ai ma fille aînée qui est actuellement en 3e année d'études de médecine à la Pitié-Salpêtrière et qui me fait des descriptions de sujets que je connaissais mal et qui m'ont assez impressionné. Le 5e point, c'est le gel immédiat du plan de suppression et de regroupement des établissements hospitaliers, puisque sous couvert de toutes ces contraintes budgétaires permanentes qui nous sont imposées au motif de cette dette publique qui ne fait que s'accroître, mais dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, mais dont je vous ai parlé hier, sur les raisons de fond de l'augmentation de l'endettement public français, les sous-couverts du fait qu'il faut réduire prétendument la voilure, on est en train de regrouper des établissements hospitaliers, des projets de fermeture d'hôpitaux et de maternités, ce qui est grave pour la santé publique. Puisque lorsque vous aviez auparavant des hôpitaux avec des services différents, eh bien, quelqu'un qui pouvait être, par exemple, hospitalisé pour une pathologie, par exemple, en matière de cancer, eh bien, d'un seul coup, on pouvait s'apercevoir qu'il avait une autre pathologie qui lui permettait d'aller voir dans un autre service. Maintenant, avec ce système de grand regroupement des services et de séparation, eh bien, cette espèce de suivi j'allais dire, on en profitait pour vérifier d'un seul coup si la personne était en bonne santé ou en mauvaise santé sur différents champs, que ce soit, je sais pas, en cardiologie ou en je ne sais pas, en pneumologie et autres, eh bien, désormais, ça devient de plus en plus handicapé par cette spécialisation. C'est donc une régression et non pas un progrès. Et puis, je propose des enquêtes judiciaires engagées contre les officines orchestrant des grandes peurs collectives à des fins d'extorsion de fonds publics. J'ai à l'esprit ce que je vous disais tout à l'heure sur les pseudo-pandémies de grippe aviaire et de grippe porcine. Quand je vois que Mme Roselyne Bachelot a engagé 1,3 milliard d'euros de dépenses
et qu'au même moment on nous explique, si vous voulez, qu'il faut supprimer des maternités et autres pour gagner quelques centaines, un ou deux ou 10 millions d'euros, je dis qu'il y a vraiment un problème dans l'allocation des fonds publics. Et puis, un septième point, qui est dans ce processus de santé, et ça je dois avouer que je suis sensibilisé à ça par un certain nombre de demandes de nos adhérents et de sympathisants de l'UPR, c'est le lancement d'une grande politique publique de médecine douce et alternative, encadrée par des expertises médicales incontestables, afin d'offrir une médecine moins uniquement dépendante des grands laboratoires pharmaceutiques dont vous savez qu'ils sont là pour dégager du profit. Donc il y a un vrai besoin de développer un service public qui ait recours à des médecines qui soient soit douces et alternatives, soit des médicaments génériques, comme vous le savez. Le point 14, c'est l'élévation et la sécurité du niveau de vie des agriculteurs et le souci de la qualité des aliments. Nous proposons le remplacement de la politique agricole commune actuelle, la PAC, par une politique agricole nationale, la PAM. Ça veut dire garantir un revenu digne et stable aux agriculteurs en favorisant un prix juste à la vente des productions. Ça veut dire créer un fonds de garantie suffisant en cas de calamité agricole. Ça veut dire stabiliser le marché aussi, puis l'orienter vers une distribution locale. Dans la conférence que je présentais hier, je montrais ce paradoxe insoutenable où l'on voit des Français dans les grands hypermarchés des grands centres urbains. Par exemple, je ne sais pas, au mois de mai ou juin, ils vont dans les supermarchés, on leur vend des pommes ou pas des pommes, mais disons des cerises ou des fraises qui viennent d'Espagne, qui viennent, je ne sais pas, de Grèce, ou qui viennent parfois de l'autre bout du monde, alors qu'il y a un producteur qui en fait à 2 kilomètres et qui n'arrive pas à vendre sa production. Alors, certes, des efforts ont été faits récemment, mais il y a quand même une nécessité qui doit être prise en compte, qui est de créer un marché local, d'économiser les transports, donc l'énergie fossile, parce que dans tous ces processus dits de mondialisation, ça, c'est très gentil de mettre en compétition des producteurs français avec des producteurs du Chili et autres, mais sauf qu'on ne tient jamais en compte de l'empreinte carbone, du dégagement d'effets de gaz à effet de serre, tout simplement de la consommation d'énergie fossile, qui est une denrée qui va devenir, paraît-il, de plus en plus rare, et que l'on ferait donc mieux d'économiser. Donc ça va de pair d'ailleurs avec la nécessité de fournir des produits améliorés par leur fraîcheur, notamment pour les fruits et légumes, et une qualité supérieure aux consommateurs. Donc nous proposons un système de centrales de distribution, notamment grâce à des outils comme Internet, qui nous permettront de mettre en relation beaucoup plus rapidement les metteurs en marché et les plateformes de distribution selon les zones géographiques. Toujours dans cette politique agricole nationale renouvelée, garantir l'autosuffisance alimentaire nationale et participer à la sécurité alimentaire mondiale. C'est un objectif qui a complètement disparu de la circulation, notamment les traités européens. Je le disais hier pour ceux qui étaient là, l'article 38 et l'article 39 fixent comme objectif à la politique agricole commune des objectifs d'augmentation de la rentabilité, d'optimisation de la manœuvre, c'est-à-dire en fait fixent des objectifs uniquement de nature de dégager le maximum de profit. Mais dans la vie des peuples et des nations, depuis que le monde est monde, l'un des premiers objectifs qui doit être fixé par un chef d'État à l'agriculture, c'est d'assurer l'autosuffisance alimentaire de son propre peuple. Parce que c'est très gentil d'être comme la Grande-Bretagne qui importe pratiquement tout ce qu'elle mange. Mais si un jour elle ne peut plus importer, il se passe quoi ? Qui sait de quoi l'avenir sera fait ? Qui sait ce que coûteront, par exemple, dans 20 ans ou dans 30 ans, des transports aériens ou des transports par navire ? Alors ce que je dis là pour l'agriculture s'applique à beaucoup d'autres choses. Qui est-ce qui peut nous garantir qu'il n'y aura pas des blocus dans le détroit de la Sonde, qu'il n'y aura pas, les avions ne seront pas cloués au sol, qu'il n'y aura pas des révolutions dans tel ou tel pays ? Il est vital pour un chef d'État de veiller à l'autosuffisance alimentaire de son propre peuple, et ça doit être un objectif qui doit être au numéro 1 en matière de politique agricole. Il faut également accroître la qualité de l'agriculture avec le soutien des techniques culturelles plus respectueuses de l'environnement. Nous avons, au cours des dernières décennies, et de plus en plus, il y a des grands progrès qui ont été faits, notamment par des instituts de recherche comme l'INRA. Désormais, on a, comme vous le savez,
Le rêve de l'agriculture vue par la Commission européenne, c'est de transformer la France en Oklahoma. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de terroir, qu'il y ait des exploitations qui fassent des dizaines, des centaines de milliers d'hectares et qu'on asperge des engrais avec des petits avions. Voilà. Mais ça veut dire la négation de ce qu'est la France, la négation des terroirs. On a à l'autre bout de la chaîne des gens qui se sont spécialisés dans les niches bio, qui sont parfois très profitables. Mais entre les deux, on peut avoir ce qui se développe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire qu'on ne renonce pas à tout engrais, on ne renonce pas à tout produit chimique, mais on vise à diminuer constamment leur utilisation et à optimiser les productions agricoles en ayant recours à des nouvelles espèces qui sont des cultivars, qui sont obtenus par les organismes de recherche. Alors ça veut dire au passage le maintien du Z du FEADER aux investissements sur produits alternatifs, l'interdiction des OGM, y compris dans l'alimentation animale. Je ne fais que suivre ce que veut le peuple français. Tous les sondages montrent que 85% des Français ne veulent pas d'OGM. Alors pourquoi imposons-nous aux Français des OGM? Eh bien parce que Monsanto et BASF font leur lobbying à la Commission européenne. Point. Il faut également modifier la normalisation nationale spécifique aux fruits, légumes, pommes de terre. Il faut en particulier développer une nouvelle pédagogie des Français vis-à-vis des produits qu'ils mangent. Il faut que les Français soient habitués à comprendre que un fruit, par exemple, qui brille de façon extraordinaire, c'est pas forcément le meilleur, c'est simplement parce qu'on a mis de la cire dessus, et puis qu'il a été parfaitement calibré, mais ça n'est pas forcément le meilleur pour la santé. Et donc on peut avoir des produits, des fruits, des légumes, des pommes de terre, etc., qui n'ont pas une allure extraordinaire, mais qui sont justement ceux qui sont les plus naturels. Il faut également engager des négociations avec l'Organisation mondiale de la santé sur les règles de la FAO, l'Organisation alimentaire mondiale qui relève de l'ONU, afin de négocier sur les règles relevant du Codex Alimentarius, afin de refuser une partie de ces normes dans la production nationale, ainsi que pour certains produits importés en France. Comme vous le comprenez, tout ceci nécessite bien entendu que la France retrouve toutes ses marges de manœuvre nationales par rapport aux contraintes européennes, favoriser le développement de la recherche, j'en ai parlé notamment sur les techniques culturelles alternatives et la génétique, assurer des prix raisonnables aux consommateurs, favoriser le recyclage des produits alimentaires non conformes, assurer la gestion sociale. J'insiste sur un élément capital dont je parlais hier. Actuellement, 40% des agriculteurs français ont un revenu inférieur au SMIC. Actuellement, le nombre d'exploitations agricoles ne cesse de dégringoler. Nous sommes tombés à moins de 500 000 agriculteurs en France, alors qu'il y en avait encore 3 millions en 1960 et encore 1 500 000 dans les années 1980. Eh bien maintenant, nous sommes tombés à moins de 500 000. Et je vous montre où vont les choses. On va vers une disparition pure et simple de l'agriculture. En 2030 ou 2040, il y aurait peut-être plus que 200 000 agriculteurs. Donc pour lutter contre ça, parce que derrière ça, c'est tout un mode de vie, c'est toute une tradition, c'est toute une identité nationale qui disparaît, il faut lutter et il faut donc maintenir un niveau de vie et quelque chose d'humain. Il faut favoriser l'implantation des jeunes. Nous avons parmi nos adhérents des agriculteurs, certains qui sont des jeunes qui se battent. Vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, qu'actuellement, dans le monde agricole, on recense, hélas, un suicide par jour. Alors on parle des gens qui se suicident à France Télécom. Vous avez vu d'ailleurs, je propose la renationalisation de France Télécom. Mais quand il y a un agriculteur par jour qui se suicide, que tous les jours, il y a de nouvelles exploitations agricoles qui ferment, ça veut dire que nous avons affaire à la fin d'un monde contre lequel il faut absolument lutter, puisque, comme vous le savez, la France a toujours été le grenier de l'Europe, le grenier occidental de l'Europe, le grenier oriental étant l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs ce qui faisait l'intérêt de la France. Vraiment, l'agriculture française qui est en très mauvaise passe. Comme vous le savez, pour la première fois depuis Vercingétorix, l'agriculture française a été dépassée par l'agriculture allemande. Donc il faut des aides pour accompagner les installations des jeunes agriculteurs et également une retraite minimale décente aux agriculteurs qui ont une durée de cotisation pleine.